de la démocratie? Je pense que les mots sont bien choisis par la représentation diplomatique américaine et c'est la conclusion de ce communiqué, c'est que les États-Unis se placent auprès du peuple camerounais pour que la souveraineté du peuple soit respectée le 12 octobre. Parce que, effectivement, Edmond a essayé de décrypter ce message. Je pense que les États-Unis sont en train de véritablement rappeler au gouvernement camerounais et à l'ensemble des acteurs le respect des normes démocratiques et la promotion des valeurs démocratiques pour cette élection importante. Parce que le Cameroun, sur le plan historique, s'est très souvent singularisé par sa capacité à pouvoir manœuvrer et à pouvoir infléchir la volonté librement exprimée par les électeurs. Et il ne faudrait pas que on répète les mêmes manœuvres et qu'on ne respecte pas la volonté du peuple camerounais pendant l'élection présidentielle du 12 octobre. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il y a au niveau du Conseil des Nations un certain nombre de règles qui sont acceptées par tout le monde qui se revendique d'une démocratie. Et chez nous, de plus en plus, nous notons que les règles les plus minimales en matière démocratique sont souvent foulées aux pieds, et notamment lorsqu'il s'agit de scrutins aussi importants que l'élection présidentielle. Vous savez très bien, je ne vais pas le rappeler ici, toutes les difficultés que nous avons jusqu'aujourd'hui et à faire appliquer la loi à Ilekam qui a manifestement refusé jusqu'au bout, et après la dernière sortie de son directeur général, de publier la liste électorale nationale. On a publié finalement un site où on peut consulter uniquement sa propre inscription, mais où on ne peut pas avoir une liste nationale qui pourrait être confrontée à un certain nombre de défis relatifs aux doublons et à un certain nombre d'irrégularités au niveau de la liste électorale. Donc, tous ces aspects nous poussent quand même à dire que les bases pour cette élection crédible, transparente, inclusive et démocratique n'ont pas toutes été remplies. Et que nous y allons avec la ferme conviction que le peuple camerounais souverain devra avoir le dernier mot et que, quoi qu'il arrive, la volonté que nous avons notée, l'engouement que nous avons noté, la détermination de ce peuple aujourd'hui à pouvoir véritablement prendre son destin en main vont être les leitmotifs pendant cette élection présidentielle à venir. Donc l'ambassade des États-Unis, dans sa sortie, a interpellé tous ces acteurs, mais je pense aussi que c'est un message qui s'adresse d'abord au gouvernement de la République et aux institutions qui sont en charge de la gestion des élections. Parce que vous comprenez souvent que, par exemple, une institution aussi importante qu'Elekam nous donne l'impression d'être inféodée à l'administration. Et que lorsqu'il y a une élection, on voit des intrusions d'un certain nombre d'autorités administratives dans le processus électoral, alors que conformément à la loi, elles n'ont rien à voir au niveau de la gestion de ces élections. Donc il ne faudrait pas que ces manœuvres puissent avoir le jour une fois de plus à l'occasion de l'élection présidentielle qui arrive le 12 octobre. Au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vous vous souvenez que nous avons battu le pavé pendant des années pour appeler les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous nous sommes préparés sur le terrain, nous sommes allés à la rencontre des Camerounais. Le président a rencontré pratiquement toutes les corporations de la vie publique pour pouvoir essayer de discuter afin de présenter un projet d'avenir pour notre peuple. Donc il faut que l'élection qui se passe, qui se profile à l'horizon, que l'ensemble des acteurs puissent respecter les règles du jeu démocratique. Ce n'est que ce que nous nous appelons. Dans notre meeting à Paris récemment, le président a dit que la plus grosse difficulté que nous avons dans notre pays, c'est que ceux qui votent les lois n'arrivent jamais à les appliquer et refusent même de les appliquer. Si nous appliquons les lois dans la République, si M. Mout et ses amis qui votent les lois à l'Assemblée nationale apprennent, après avoir voté ces lois qui sont promulguées par le président de la République, à les respecter, je pense que nous n'aurons même pas besoin d'être dans une situation où un partenaire comme les États-Unis doit nous interpeller sur le respect des règles, sur le respect des libertés, sur le respect de la citoyenneté des Camerounais en rapport avec l'élection présidentielle. Donc le MRC formule des attentes énormes, au même titre que toutes les personnes et toutes les parties prenantes qui aiment le Cameroun par rapport à cette élection. Je l'ai dit à l'entame de mon propos que nous sommes prêts
et que la candidature du président sera déposée dans les délais et dans les conditions requises par la loi, et que nous n'entendons pas voir l'administration ou d'autres acteurs infléchir le processus électoral dans le mauvais sens. Aristide Monon, et si cette déclaration des États-Unis sonnait comme une alerte ou une mise en garde? Je dois rappeler quand même que en 2019, les États-Unis, dirigés par Donald Trump, avaient déjà suspendu le Cameroun, n'est-ce pas, de la liste des bénéficiaires de la loi sur la croissance, les opportunités de développement en Afrique, l'AGOA, au motif effectivement qu'il y avait un certain nombre de violations des droits de l'homme. Alors si on part de ce postulat-là, est-ce qu'il ne faut pas interpréter cette sortie de l'ambassade comme étant une sorte de mise en garde pour dire attention, on vous a à l'œil, faites gaffe? Il y a la mise en garde, il y a également l'alerte. Comme l'a rappelé tout à l'heure Edmond Kangia, il est clair que les États-Unis et plusieurs autres chancelleries au Cameroun sont très attentifs à l'évolution de la situation socio-politique. Je crois que je suis un peu bien placé pour parler de ce monitoring permanent de l'actualité politique en tant que personne qui est permanemment consultée par certaines chancelleries. Donc il ne faut pas que certains oligarques de Yaoundé pensent que nous sommes dans une situation de dictature à huis clos et que les regards de la communauté internationale sont totalement discrets sur leurs manœuvres. Donc il faut que nous soyons rassurés, que les uns et les autres soient rassurés. Les États-Unis et bien d'autres chancelleries suivent de près l'évolution de la situation politique du Cameroun. Et je crois qu'il y a un message d'alerte. Alerte à l'attention de ceux qui ont la charge de garantir la stabilité de notre pays pendant et après ce scrutin. Il est clair qu'aujourd'hui, plusieurs indicateurs ne créditent pas cette élection d'une certaine stabilité sociopolitique. Il y a eu des analyses, il y a des think tanks qui estiment qu'il y a de gros risques d'instabilité politique au Cameroun à l'occasion des élections à venir. Et cette instabilité pourrait intervenir avant la tenue du scrutin, pendant la tenue du scrutin et après le scrutin. Je vais prendre un cas simple pour ce qui est des risques avant le scrutin. Imaginez un seul instant que les manœuvres en cours pour disqualifier certains opposants importants du champ politique soient concrétisées. Il y a de fortes chances que les frustrations développées ou qui vont naître dans les cœurs puissent aboutir à des réactions convulsives, à des réactions impulsives. Et pendant les élections ou pendant même la campagne électorale, si les manifestations publiques continuent de croupir sous le coup de la mauvaise interprétation, de l'application abusive des règles sur le maintien de l'ordre, il y a également de fortes chances qu'on se retrouve en face des situations qui peuvent dégénérer dans certaines localités. Et pendant les élections, s'il arrive que les élites du parti au pouvoir continuent de jouer au jeu auquel ils sont habitués, à savoir expulser les observateurs, les scrutateurs des partis politiques d'opposition, des bureaux de vote ou des sites de vote, ça peut également dégénérer. S'il arrive également que le conseil constitutionnel qui a la charge de dire en dernier ressort qui a gagné les élections, rentre dans son jeu traditionnel des irrecevabilités pour dire non pas ce qui est, mais ce qu'il voudrait, il voudrait voir être, ça peut déboucher également sur des situations d'instabilité. Et les États-Unis qui sont mieux placés à travers leurs services de renseignement qui travaillent permanemment, la CIA travaille au quotidien, ils sont bien au courant de ce qui se passe. Le Haut Commissariat du Canada au Cameroun travaille également dans ce sens.
Donc, c'est à nous de capitaliser ces alertes, pas seulement la mise en garde, parce que lorsqu'on parle de mise en garde, c'est comme si, en cas d'irrégularité, les plus impactés seront peut-être les Américains, ou alors les Américains vont prendre le bâton pour venir taper les gens de Yaoundé. Non, c'est pour le bien-être du peuple camerounais. Et il faut tenir compte du contexte dans lequel ces élections sont en train de se dérouler. Edmond l'a dit, on a l'impression que c'est le 92 bis qui est en train de se préparer au regard de la tension qu'on observe au sein des différentes parties qui doivent intervenir dans cette élection. Nous avons des acteurs politiques qui, aujourd'hui, sont plus que jamais déterminés à en découdre avec l'ordre dominant. On a l'ordre dominant lui-même qui n'arrive pas à faire preuve de sérénité dans son camp, avec des fractures, avec des clashs décomplexés, avec des tensions qui sont à leur comble. Vous avez également des instances en charge de l'organisation et de l'arbitrage des élections qui n'offrent pas des garanties d'une élection objective. Au regard de tous ces éléments, il est clair qu'il y a un cocktail Molotov qui est en ébullition, qui est en projection, qui est en maturation. Il revient donc aux différentes parties de faire preuve de responsabilité et de mettre la nation devant, de mettre la République devant, de mettre l'humanité même devant. Donc, je me dis, les États-Unis, comme bien d'autres chancelleries, sont bien placés pour lire, apprécier et utiliser les mots qui vont avec, afin que nous autres, qui sommes en situation de première victime, au cas où ça dégénère, que nous prenions rapidement conscience de la trajectoire que prennent les événements et qu'on puisse se raviser et adopter un comportement un peu plus républicain, un comportement patriotique, un comportement humaniste. Alors, Samuel Motte, comment se prépare le RDPC à cette élection présidentielle? On parle de la paix. Lorsqu'on écoute tous les partenaires, le vainqueur de cette élection doit être la paix. Mais il semble qu'au sein de votre formation politique, c'est le branle-bas. Il y a des clashs, ça et là. On a vu un clash entre griffes, entre le ministre Jacques Famdongo, responsable de la communication du RDPC, qui a donné une interview à RFI à la suite d'une autre interview, moins de 24 heures avant, ou bien moins de 24 heures après, celle de René Emmanuel Sadi, ministre, membre du gouvernement et porte-parole, n'est-ce pas, de ce gouvernement-là. Ça, c'est dans un cas. Il y a un autre cas, c'est celui qu'on considère comme un autre clash entre le secrétaire général du comité central du RDPC et le secrétaire général de la présidence de la République, pendant que Ferdinand Gongo organise des concertations stratégiques au palais de l'Unité, le secrétaire général Jean Kété organise des séances de travail. Et ce qui est curieux, c'est que ça se passe le même jour à Yaoundé, et c'est pratiquement les mêmes délégations, les mêmes personnes qui sont là pris en tenaille entre ces réunions stratégiques et ces séances de travail. Et comme si cela ne suffisait pas, la presse a rendu compte d'un autre clash entre René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, et le SGPR, justement au sujet de ces deux interviews à Radio France Internationale. Apparemment, ce n'est pas la grande sérénité dans votre parti à la veille de l'élection présidentielle. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Nous préparons nos élections de manière très studieuse et dans la sérénité absolue. Nous nous réservons de toute forme d'espérance que j'ai vu distiller tout au long des interventions, y compris la vôtre d'ailleurs. Quand on a l'espérance sur les propos des évêques est estompée, on passe à l'espérance de la dislocation des alliances. Et après, c'est ça qui a été évoqué tout à l'heure. C'est également une espérance que l'on porte à l'intervention des missions consulaires. Et là également, vous enchaînez en disant il y a une espérance qui pourrait être portée sur des clashs éventuels. Il n'y a pas de clash. Je reviendrai sur les clashs, mais je voudrais également dire que quand on a ces espérances-là sont estompées, on embraye sur des menaces
C'est des menaces qui ont été formulées tout à l'heure par Aristide Monod en disant que si on ne fait pas ceci, il y aura des générations de telle ou telle chose. Il a même utilisé un mot fort, il y a des cocktails Molotov. Oui, il semblait étonné, mais moi je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Une menace sur les cocktails Molotov. On n'en est pas là. On est, ce que nous essayons de faire dans le RDPC, c'est que sans aucune forme de menace, on laissera chaque institution remplir pleinement sa mission de manière indépendante et entière. Et chaque fois qu'il y aura un compte rendu que sera fait, nous nous relèverons de réagir de la manière la plus républicaine qu'il soit. Et ça, sans aucune pression, sans aucune interférence, nous essayerons de mener ce processus-là. Vous revenez sur des clashs. Il y a pas de Avant de revenir sur le clash, par rapport à ce que vous avez dit, oui. Moi, ce que j'ai perçu, ce que j'ai compris dans l'analyse de Monod, et si effectivement c'était des ménages, je l'aurais repris, c'est qu'il indique qu'il y a un certain nombre de pratiques pendant les élections que les États-Unis ont observées et qui peuvent constituer un cocktail. Bon, très bien. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Ils peuvent constituer. Maintenant, si ce n'est pas une menace. Alors, pour mais vous... maintenant, pour être plus précis sur ma question, il faut être plus précis maintenant. Le ministre Sadi donne une interview sur Radio France Internationale. On lui pose la question sur la candidature de Paul Biya. Et sur insistance du journaliste, il dit c'est du 50-50. Et l'argument qu'il développe, c'est que le président de la République lui-même avait dit que le moment venu, il dira s'il est candidat ou s'il rentre au village. S'appuyant là-dessus, il dit oui, on attend la sortie du chef d'État pour confirmer. Et moins de 24 heures après, il y a une sortie de Jacques Famdongo, secrétaire national de la communication du RDPC, qui dit que ce n'est pas une affaire de 50-50, c'est une affaire de 100%, parce qu'on est sûr que le président sera candidat. Et là, il cite les textes du parti que le ministre avait déjà cités. Moi, je pose une question vraiment de façon triviale. Qui a raison des deux? Non, les deux ont raison. Il n'y a absolument pas de contradiction. Vous voyez une contradiction, je ne la vois absolument pas. Donc 50-50, vous avez un membre du gouvernement, porte-parole. Est-ce que 50-50, oh, attendez. Est-ce que 50% ça veut dire 100%? Pas vous me laisserez développer. Vous avez un membre du gouvernement, porte-parole du gouvernement, qui s'exprime de manière la plus élogieuse qu'il soit. En disant, vous me posez cette question-là, laissez le temps nécessaire s'écouler pour qu'il y ait une énonciation à la matière. Il renvoie à un discours qui a été tenu il y a quelques années par le même président, futur candidat du RDPC, qui avait dit, vous serez le moment venu. Le moment venu, si je rentre au village, je suis reste. Voilà. Et le journaliste, pour lui dire effectivement que je ne suis pas obligé de répondre à votre question, il le renvoie au domaine de la probabilité. Lorsque vous avez deux événements qui ont vocation à se produire, le plus simple, c'est d'accoler à chacun 50% de surveillance à chacun de ces événements. Point final. Et puis finalement, alors, le ministre là vient d'également. Alors à ce moment-là, pas le ministre d'État, le secrétaire à la communication pense quand même qu'il est nécessaire, malgré cette évocation-là, puisque, et en plus, le journaliste, quand il annonce, je veux dire, cet entretien-là, ce qu'il met en filigrane au début de son intervention, c'est que le ministre de la Communication aurait dit c'est 50-50. C'était pas ça le but du jeu. C'est le fait de cette utilisation qui a été faite qui a amené le secrétaire à la Communication à repréciser les choses. En ce qui concerne le RDPC, si vous voulez encore qu'on le martèle, il n'y a pas de tergiversation quant à la candidature, mais de manière du président national de notre organisation, il n'y a pas de tergiversation à la matière, il n'y a pas de doute là-dessus. Le président Paul Biya sera candidat, le président national sera le président le candidat du RDPC, et ça ne souffre d'aucune forme de conservation, ça ne souffre absolument pas, je ne sais pas moi, d'une forme d'hésitation. Après maintenant, un ministre peut vous dire, je ne suis pas obligé de vous répondre en l'instant précis sur cette question-là, vous aurez la réponse le moment venu. J'ai entendu tout à l'heure, avant, les gens disent, ah, mais on n'est même pas sûr qu'on va convoquer ce corps électoral-là. Il a été convoqué. Le moment venu, dans 10 jours, dans 9 jours, vous allez voir s'il y a une candidature qui a été déposée. Et s'il est contraire à celle-là, je venais vous expliquer les raisons pour lesquelles même il ne sera absolument pas contraire. Mais quel était l'intérêt de cette nouvelle sortie du professeur Jacques Famdongo après celle de Sadi, puisque visiblement... Parce qu'il y a une exploitation pernicieuse des 50% qui ont été énoncés comme étant une boutade. Le journaliste de RFI, quand il prend ça, il dit, de source sûre, nous savons que les gens hésitent à l'intérieur du RDPC. On n'est pas en situation d'hésitation. Le ministre Sadi, comment on appelle ça, la personne qui est en charge de la communication du gouvernement dit, pour l'instant,
Pourquoi est-ce que cette question-là, elle devient une ritournelle pour vous? Et du coup, je ne suis pas obligé de vous répondre. Considérez que chacun de ces deux éléments-là ont 50% de chances de survenir. On s'arrête là. D'ailleurs, et quand ça vous suivez l'ensemble de ces déclarations par la suite, si vous avez l'intégralité de l'interview, tout laisse à croire qu'en réalité, y compris pour eux-mêmes, c'est une certitude que le président de la République sortant, le président national du RDPC sera candidat. Mais vous voyez très bien une utilisation tendancieuse de données statistiques qui a été évoquée, qui est du domaine de la probabilité. On en fait une certaine certitude. Il n'y a pas de certitude dans la matière. Et donc, c'est pour cette raison-là que, sans toutefois rentrer en contradiction par rapport à ce qui a été dit, parce que les propos du ministre de la Communication, nous les comprenons et nous les soutenons, nous les partageons, sans toutefois venir en contradiction. Il y a le secrétaire à la communication qui a pensé nécessaire. Et puisque dans la chute de l'interview, il dit à peu près la même chose que le ministre a dit, en indiquant que le président de la République lui-même choisira les voies par lesquelles donc, merci donc de le préciser, comme pour pouvoir vous rappeler encore que s'il n'y avait pas une utilisation malencontreuse, maladroite et à la limite orientée de ce journaliste de RFI, la pression n'aurait pas été nécessaire. On voit très bien que les deux sont dans la même dynamique qui consiste à dire que nous avons un candidat qui est choisi. Laissons-lui le temps nécessaire de faire une déclaration. Est-ce que ça aurait été pas meilleur en termes de communication politique que le ministre Sadi, qui a eu l'interview, puisse lui-même refaire la précision, si tant est qu'effectivement il y avait une sorte de confusion qui transparaissait? Parce que là, ça donne le sentiment d'une cacophonie. Un ministre qui donne une interview, moins de 24 heures après, un autre membre du gouvernement donne l'interview sur le même sujet, avec le sentiment qu'il y a deux choses différentes. Est-ce que ça aurait pas été meilleur que le ministre Sadi lui-même, si tant était qu'il fallait repréciser? On peut envisager que le ministre de la Communication aurait dû prendre le devant pour pouvoir dire qu'en réalité, voilà ce qu'il voulait dire en la matière. Et on n'a pas eu le nécessaire. Nous avons des multitudes de personnes à l'intérieur du parti qui peuvent faire des interventions de cette nature-là. On a fait l'économie de le faire revenir à l'antenne comme s'il était en train de faire des... Non. Il y a une autre personne qui intervient pour pouvoir préciser, pour pouvoir dire qu'en réalité, nous sommes contre cette utilisation-là des propos du ministre de la Communication qui est chargé de communiquer pour le compte du gouvernement. Et dans notre parti, il n'y a pas une hésitation, contrairement à ce qui a été insinué par les propos du journaliste. Il n'y a aucune hésitation en la matière. Nous avons un président national et si nous avons chose de le faire à notre tête du parti, et même le ministre Sadi l'a suggéré, sauf à organiser un congrès demain qui nous poussera à élire un autre président national. Le président national du RDPC est le candidat à l'élection présidentielle. Aristide Monod, est-ce qu'il y a une contradiction dans les propos des deux membres du gouvernement, ou bien c'est la même chose? Parce qu'effectivement, on a écouté quelques cadres du RDPC dire que les deux parlaient la même chose, mais avec des mots différents. Vous savez, est-ce que vous sentez une sorte de cacophonie, de rivalité dans les rangs du RDPC ces jours-ci? Parce que au-delà de ces deux interviews, j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, les réunions parallèles. Pendant que le secrétaire général du comité central du RDPC organise des concertations dites stratégiques, le même jour que la délégation du centre est attendue au palais de l'Unité, le même jour est attendu également les cadres du RDPC du centre dans une réunion, une séance de travail organisée par le secrétaire général du comité central. Et qui ne concernait pas nécessairement les mêmes acteurs, il faut le préciser. Ah bon, c'était pas les mêmes. C'est pas les mêmes acteurs. C'est pas les cadres du RDPC qui sont parlementaires, ministres, et qui sont personnes ressources de la région du centre, qui en même temps étaient attendus. Déjà, premièrement, c'était une réunion qui était prévue de longue date. La même réunion a eu lieu à Douala. Non, je parle de la réunion du centre. Attendant qu'on arrive à celle de Douala. Non. On reviendra sur celle de Douala, mais je vous dis tout simplement que quand vous voyez la qualité, il pourrait y avoir 2 ou 3 personnes qui pouvaient être impliquées dans les deux réunions, mais en réalité, les intervenants. Est-ce qu'ils étaient obligés de faire ça le même jour? Mais puisque l'autre était prévu de longue date, après maintenant il y a un calendrier qui Est-ce que c'est pas une sorte de rébellion? Non, mais vous avez... Il aurait pu décaler par exemple un jour. Mais Samuel Maud, la réunion a lieu le mardi. Mais il n'y a pas eu d'interférence, je vous assure. Il n'y a pas eu d'interférence. Les réunions sont tenues convenablement, telles que... Parce qu'il aurait pu organiser quand même le lendemain, puisque le mardi s'achevait. Dès lors qu'il n'y avait pas d'interférence, les attentes n'étant pas les mêmes, le point de se... Vous avez été à ces deux réunions, M. Mott. Je connais les cadres du parti tout au moins. Je connais les cadres du parti qui étaient impliqués dans l'un ou dans l'autre cas. Donc vous dites qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Ok.
Mais comme je disais tout à l'heure, on peut également poser une certaine espérance à vous faire en disant qu'il y a des conflits de revenus, mais ça va être également... Et cette altercation, avant d'être complet de la parole, et l'altercation entre le SGPR et le ministre Sadi au Palais de l'Unité. Ils se sont parlé franchement. Non, c'était pas une altercation. C'était pas une altercation. C'était quoi exactement? Ils se sont expliqués. Voilà. C'est quoi? Sur le déroulé d'un certain nombre d'événements sur lesquels, effectivement, si vous donnez l'occasion, je reviendrai dessus. Non, je veux qu'on vous explique. Non. Ça va de degré à montre. Vous êtes en train de dire que c'était exactement la même chose des deux sorties. La sortie du ministre Sadi et la sortie de M. Famine Dombo. Et comment vous estimez donc après à la présidence de la République, il s'explique avec en toile de fond ces deux... Sur la question de la Mais candidature. admettons mais écoutez, vous êtes dans une organisation avec des points de vue qui sont plus ou moins partagés. Et à un moment donné, l'explication peut consister à dire on a fait une déclaration, on peut faire l'économie d'une deuxième. Sans toutefois que ce soit compris comme étant quelque chose qui entraînait l'implosion d'un groupe. Point final. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'était une explication, je veux dire, d'une certaine importance capitale? Non. Il y a des déclarations qui sont survenues, on s'est expliqué sur les deux déclarations, après maintenant, on voit très bien que nous sommes tous d'accord. Parce que si le compte est rendu fait par les journaux, premièrement, les journaux font des comptes rendus, pas dans la salle. Les comptes rendus, bien sûr, on n'a pas besoin d'être dans la salle. Il y a des sources, et des sources qui sont généralement dites crédibles, qui disent que le ton est monté au point où il y a eu des membres du gouvernement qui sont intervenus pour amener le calme. Je pense également qu'on a le ça, droit. Vous savez pas. On a le droit également de s'expliquer quand on est dans une organisation pour essayer d'entretenir la cohésion du groupe. Aristide Monod. Mais surtout, il ne faudrait pas une certaine forme d'espérance, parce que également là aussi, ça va être une espérance vers le futur. Tout simplement. Le RDPC en rang serré à la veille de cette présidentielle ou en rang dispersé? Vous savez, Duval, je suis très amusé par l'exercice herculien auquel se livre l'honorable Samuel Mout pour faire la sémantique et la sémiotique des choses les plus lisibles et les plus audibles. On n'a pas besoin de sortir d'une faculté de sciences politiques ou alors d'études de la communication du langage politique pour comprendre que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le RDPC est une situation très critique avec des clashs décomplexés, ouverts, très critiques. C'est une espérance. C'est une espérance. On va revenir sur des éléments tout à l'heure. Vous savez, c'est très facile de venir faire dans la langue de bois sur un plateau de télévision, espérant avoir en face des naïfs ou alors des personnes qui ne sont pas assez attentives à l'évolution de la situation politique au niveau national et à l'intérieur même des partis politiques. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la communication du porte-parole du RDPC, de M. Jacques Famondongo, était une action corrective pour essayer de pouvoir arrondir les bords de ce qui aurait été mal fait par René Emmanuel Sadi. Et M. Honorable Samuel Mout a semblé le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le ministre Sadi n'avait pas l'information et Jacques Famondongo a apporté la vraie. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Un a dit 50%. Et là, comme pour dire que je ne réponds pas à votre question. C'est plutôt du 100%. Là, il n'y a pas conflit. Ça veut dire qu'il est juste venu corriger ce que l'autre a dit. Mais dans la politesse, parce qu'il a dit qu'il y a toujours la convivialité entre les deux. Et en plus de cela, il estime que le ministre Sadi a mal communiqué. Et il fallait donc les béquilles de la communication de Jacques Famondongo pour essayer d'équilibrer les choses au niveau de l'opinion. Mais je crois que c'est totalement faux, son interprétation ou sa lecture des choses. Lorsque Paul Biya lui-même dit en 2022, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, que le moment venu, il se prononcera s'il doit aller au village ou pas. Si on demande à M. Samuel Mout, est-ce que Paul Biya s'est donc déjà finalement prononcé? Il ne vous dira absolument rien.
Mais il dit qu'il est candidat. Elle s'est déjà prononcée. On me posera la question tout à l'heure. Non, Je vais répondre. Vous n'êtes il pas avait dit journaliste. qu'il va se J'attends la prononcer question le moment. Mais il ne s'est pas Falbois. encore prononcé. Et je crois que c'est sur cette déclaration que se base M. René Emmanuel Sadi, qui est prudent dans la communication, il est moins émotif et dit nous sommes dans du 50-50, même si à l'intérieur il est convaincu que Paul Biya sera candidat, mais il laisse quand même des garde-fous parce que l'article 27 qui est évoqué par M. Jacques Famondongo ne fait pas de Paul Biya le prisonnier du RDPC. Paul Biya est d'abord une personne qui jouit de son libre arbitre, de toute sa liberté, qui peut également connaître des moments de faiblesse. Dire que Paul Biya est déjà candidat d'office, pourtant il ne vous a pas encore dit qu'il sera candidat, je crois que c'est un terrible risque. Si Paul Biya maintenant décide, il se lève un beau matin, il peut avoir, c'est pas nous tous nous avons des humeurs, il peut se lever un beau matin et vous dire moi je ne suis plus dans l'affaire. On fait comment? C'est M. Jacques Famondongo qui sera totalement ridicule. Et M. René Sadi gagnerait en hauteur et en responsabilité dans sa communication. Donc je crois que la communication de M. René Sadi est assez responsable, même si on sait que Paul Biya sera candidat. Comme lui-même il avait dit officiellement qu'il va se prononcer, attendons qu'il se prononce et on saura donc s'il est candidat ou pas. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que monsieur l'honorable Maud veut balayer d'un revers de la main des choses assez graves qui ont été publiées ou alors mise à l'attention de l'opinion par l'édition de jeudi de la Nouvelle Expression. Vous voulez que je vous reprenne quelques propos pour nous dire qu'effectivement on est toujours dans la logique de la convivialité entre deux membres du gouvernement. Je prends quelques extraits. Pour qui vous prenez-vous? Voilà. Ça, c'est les paroles d'un journaliste qui était présent. Votre imposture doit s'arrêter. Je crois que si les propos relayés n'étaient pas vérifiés, on serait en situation de demande de droit de réponse ou alors de saisine même du CNC pour estimer qu'on a trafiqué une communication pour la faire porter à un membre du gouvernement. Je crois que ceux qui ont fait le travail, la position de jeudi, méprisant le sérieux de la Nouvelle Expression et l'assise journalistique de la Nouvelle Expression dans le recoupement de l'information, dans le suivi de l'information, dans les relations avec des sources sûres. Je crois que M. Séverin Tchoukou ne peut pas prendre le risque de laisser publier un tel papier. Donc je crois que M. Samuel Maud, en attendant que vous nous démontriez que ce qui a été dit est faux, nous faisons confiance à la Nouvelle Expression et nous vous disons que les propos tenus par les uns et les autres trahissent un état d'esprit assez chaotique dans les relations entre les différents pontes du pouvoir. Et cela rentre en droite ligne de ce qu'on a toujours observé depuis un bon nombre d'années. Vous savez, la faiblesse de Paul Biya, l'absence de Paul Biya, l'effacement de Paul Biya, de la reine, fait naître des prétentions. Et ces prétentions sont affichées avec des clans affichés. L'affaire Martinez nous a permis de voir comment il y avait des fissures étanches entre les membres du système, avec la constitution des clans, avec des communiqués et des contre-communiqués, avec des actes et des contre-actes qui ont été produits par les uns et les autres. Donc, nous ne pouvons pas venir sur le plateau dire aux Camerounais qu'au regard de ce qu'on a lu, de ce qu'on a observé, il y a la sérénité ou alors il n'y a pas vraiment une certaine cacophonie. Mais ce que vous devez admettre, M. Samuel Maud, c'est que quelles que soient vos positions, que M. Paul Biya soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, je crois que la dynamique de changement en cours me semble irréversible, sauf à faire recours peut-être à autre chose. Chez nous, les petits, il y a ce macabo fantôme qu'on appelle Abango Momoro. Le macabo fantôme, une fois qu'on vous le sert, un de vos parents va mourir. Une fois qu'on vous a déjà servi le macabo fantôme. Donc les élections d'octobre prochain, c'est comme ce macabo fantôme qu'on a déjà servi au RDPC. Tu manges le macabo fantôme servi, ton père meurt. Tu ne le manges pas, ta mère meurt. Donc, quel que soit ce que le RDPC va faire, présenter Biya
je crois que la dynamique sera toujours en cours. Ne pas présenter Biya, la dynamique sera toujours en cours. Et il faut l'admettre, M. Samuel Modjo. J'avais précisé ici, indiqué à votre attention, ici sur ce plateau, que vous serez dans l'opposition dans les prochaines années. Vous serez opposant. Alors, non, Kambia. Vous serez encore homme politique? Oui, mais opposant. Très bien, ça me va. Mais opposant. Très bien.